Un millionnaire veuf a engagé une sans-abri comme nounou pour son fils, mais en rentrant plus tôt, il a été choqué par ce qu'il a vu. Les grilles noires de la propriété Morel s'ouvraient lentement chaque matin, laissant passer une voiture élégante dont le moteur ronronnait à peine. Derrière les murs imposants et les haies taillées à la perfection, une grande maison de style haussmannien se dressait dans le quartier huppé de Neuilly-sur-Seine. C'était là que vivait Jean Morel, un homme que l'on croisait rarement, sauf dans les colonnes économiques des journaux parisiens. Depuis la mort brutale de sa femme, Hélène, 2 ans plus tôt, Jean s'était enfermé dans une solitude presque rituelle, vivant entre son bureau au centre-ville et cette maison désormais vidée de toute chaleur. Son fils Louis, âgé de 5 ans, grandissait dans cet univers figé. Peu de rires, presque aucune voix. Les couloirs résonnèrent de silence, interrompus seulement par les pas feutrés de la gouvernante, Madame Dupont, ou les appels distants de la secrétaire de Jean, Marianne, qui gérait sa vie avec une précision chirurgicale. Jean ne manquait de rien, sauf de présence. Il mangeait seul, travaillait seul, dormait seul. Louis, quant à lui, passait des heures assis devant la baie vitrée de sa chambre, regardant les oiseaux ou les voitures passer comme s'il attendait quelque chose. Ou quelqu'un. Depuis le décès d'Hélène, Jean n'avait jamais parlé de sa femme, même à son propre fils. Il avait fait enlever toutes les photos d'elle dans la maison, jusqu'à celles qu'on gardait dans le salon, au-dessus de la cheminée. Louis, petit et impressionnable, avait cessé de poser des questions, comme si le silence de son père était contagieux. Il ne parlait presque plus non plus, répondant par des gestes ou des murmures, au point que même Madame Dupont s'inquiétait en silence. Les médecins disaient qu'il n'y avait pas de pathologie physique, juste un blocage émotionnel. Mais Jean n'écoutait plus ses conseils. Le monde entier lui semblait trop bruyant, trop exigeant. Il voulait juste la paix. Un jour, alors qu'il rentrait plus tôt que d'habitude, Jean surprit une scène qui le troubla. Louis était assis dans le couloir, face à une porte fermée, celle de l'ancienne chambre d'Hélène, parlant tout bas, comme s'il conversait avec quelqu'un à travers le bois. Jean ne dit rien, mais cette image resta gravée dans son esprit. Il en parla le lendemain à Marianne, qui, depuis des mois, essayait de le convaincre d'engager une aide spécialisée pour Louis. Une psychologue, une éducatrice, une nounou, n'importe qui capable d'établir un lien avec l'enfant. Mais Jean refusait catégoriquement. Jusqu'à ce jour, assis dans son bureau, les mains croisées devant lui, Jean regarda longtemps le vide. Puis, dans un élan imprévisible, il dit à Marianne qu'il engagerait quelqu'un. Pas par agence, pas par recommandation. Il voulait le faire à sa façon. Une idée étrange, presque absurde, germait dans son esprit. Il ne voulait pas une professionnelle au CV irréprochable, mais quelqu'un qui lui évoque instinctivement la douceur, quelqu'un qui puisse atteindre Louis sans protocole ni stratégie, quelqu'un d'authentique. Marianne, surprise, haussa les sourcils, mais n'insista pas. Elle connaissait assez bien son patron pour savoir qu'il ne fallait jamais contredire ses impulsions, aussi irrationnelles soient-elles. Jean avait déjà pris sa décision. Il irait lui-même chercher cette personne. Il ne savait pas encore où, ni comment, mais quelque chose dans l'attitude de son fils devant cette porte close l'avait profondément ébranlé. Ce fut ainsi que, quelques jours plus tard, un matin froid et pluvieux, Jean quitta la maison sans explication, son manteau sombre claquant derrière lui, ses pensées embrouillées par des souvenirs qu'il n'avait pas osé affronter depuis des mois. Il monta dans son véhicule, donna une adresse au chauffeur sans vraiment y réfléchir. La gare de Lyon. Il ne savait pas pourquoi. Peut-être cherchait-il le chaos, la vie brute, les destins en mouvement, les regards sans filtre. Peut-être espérait-il que la vie lui offrirait une réponse inattendue. Pendant ce temps, dans la grande maison silencieuse, Louis restait assis au même endroit, ses petits doigts jouant avec un bouton de chemise arraché. Il murmura quelque chose à la porte close, puis tourna les yeux vers la fenêtre. Dehors, le vent faisait ployer les arbres. Dedans, rien ne bougeait. Rien, sauf l'écho d'un espoir timide qui commençait à naître. La pluie tombait fine et persistante sur Paris ce matin-là, recouvrant les trottoirs d'une pellicule brillante, presque miroir. Les toits de zinc ruisselaient sous un ciel d'ardoise, et les passants pressaient le pas, serrant leurs manteaux, fuyant les flaques. Jean Morel descendit de son véhicule devant la gare de Lyon sans un mot. Il ajusta son manteau sombre et entra dans le hall, bousculé aussitôt par le tumulte ambiant. Il ne savait pas exactement ce qu'il cherchait, seulement que ce n'était ni dans les couloirs aseptisés de ses bureaux, ni dans les silences pesants de sa maison.
Il voulait ressentir quelque chose de réel. La gare était un théâtre à ciel couvert. Les haut-parleurs annoncèrent des départs, les valises claquèrent contre le sol, des enfants pleuraient, des amoureux s'embrassaient. Tout était en mouvement, chaotique, vivant. Jean marchait lentement, regardant autour de lui avec une attention inaccoutumée. Il scrutait les visages comme s'il cherchait un signe, un détail, une vibration. Ce fut au niveau du quai K qu'il la vit. Assise en tailleur contre une colonne de pierre, une jeune femme tenait dans ses bras un enfant perdu, le consolant avec une douceur instinctive. Elle portait un manteau trop grand, usé sur les manches, et ses cheveux bruns tombaient en mèches humides autour de son visage. L'enfant pleurait encore, mais moins fort. La voix de la femme, presque un chuchotement, répétait des mots rassurants que Jean ne comprenait pas. Elle ne le grondait pas. Elle ne le questionnait pas. Elle l'enveloppait d'une chaleur inattendue. Les passants détournaient à peine le regard, certains haussant les épaules, d'autres la remerciant en silence pour avoir pris en charge ce qui n'était pas son problème. Un agent de sécurité arriva peu après, tenant la main d'une femme paniquée. La mère du petit garçon. En voyant son fils, elle fondit en larmes, le prit dans ses bras et remercia la jeune femme avec effusion. Cette dernière sourit timidement, puis se leva, époussetant son manteau. Elle allait repartir vers un coin plus discret quand Jean s'approcha. « Mademoiselle », dit-il d'un ton neutre, presque administratif. Elle s'arrêta, méfiante, et le regarda. Ses yeux, bien que fatigués, étaient clairs, lucides. Elle semblait prête à fuir, mais ne le fit pas. « Je vous ai observé, reprit-il, ce que vous avez fait. Peu de gens l'auraient fait. » Elle haussa les épaules, comme si ce qu'elle avait accompli n'avait rien de remarquable. « Vous vivez ici » demanda-t-il sans détour. Elle cligna des yeux, surprise par l'audace de la question, puis baissa les yeux. « Depuis quelques mois, oui. Un peu ici, un peu là. Pourquoi » Jean hésita un instant. Il savait que ce qu'il allait dire était absurde. Mais quelque chose dans cette femme, dans la manière dont elle avait tenu l'enfant, dont elle avait regardé sa mère, venait de déclencher une certitude étrange en lui. Il n'avait pas besoin d'un CV. Il avait besoin de cette intuition. « J'ai un fils, 5 ans. Il ne parle presque pas. Il vit replié sur lui-même depuis la mort de sa mère. J'ai besoin de quelqu'un pour l'aider. Pas une professionnelle, une présence, quelqu'un comme vous. » Elle le fixa, interdite. « Vous voulez que je garde votre enfant? Comme ça, sans me connaître? Je m'appelle Jean Morel, dit-il. Mon nom est suffisant pour que vous sachiez que je ne plaisante pas. Si vous acceptez, je vous paierai correctement. Un toit, de la nourriture, et un rôle essentiel. Pas un service. Une place. » La jeune femme sembla vouloir rire ou crier, mais elle ne fit ni l'un ni l'autre. Elle l'observa encore, comme si elle cherchait à savoir s'il disait la vérité, s'il n'était pas en train de se moquer d'elle. Puis, à sa propre surprise, elle dit « Je m'appelle Camille, Camille Fournier. » Jean hocha la tête. Elle n'avait pas demandé de preuves, ni d'assurance. Lui non plus. Il la conduisit jusqu'à sa voiture, sous le regard médusé du chauffeur. Aucun mot ne fut échangé pendant le trajet. Camille, trempée, regardait les rues défiler, tandis que Jean, en silence, se demandait s'il venait de faire une erreur monumentale ou un geste salvateur. Il ne savait rien d'elle, d'où elle venait, ce qu'elle fuyait, ce qu'elle cachait. Il savait seulement qu'elle avait tenu un enfant inconnu avec plus de tendresse que lui-même n'en avait montré à son fils depuis des mois. Ils arrivèrent à Neuilly-sur-Seine peu après 10 heures du matin. La pluie avait cessé, mais le ciel restait plombé. Jean descendit en premier, puis ouvrit la portière pour Camille. Elle sortit lentement, regardant la façade de la maison comme on regarde un monde étranger. Le portail se referma derrière eux, coupant le vacarme parisien. Le silence, ici, était presque violent. Madame Dupont, la gouvernante, vint à leur rencontre, les sourcils froncés. Jean lui fit un signe bref. « Voici Camille Fournier. Elle va rester avec nous. Organisez une chambre. » Sans attendre de réaction, il se tourna vers Camille. « Venez, je vais vous présenter Louis. » Elle le suivit à travers les couloirs, admirant à peine les tableaux, les lustres, le parquet ciré. Tout respirait la richesse, mais aussi la froideur. Jean s'arrêta devant une porte entr'ouverte. « Il est là. » Camille entra lentement. Louis était assis par terre, les jambes croisées, dessinant sur un vieux carnet. Il leva les yeux. Son regard croisa celui de Camille. Aucun mot, juste une reconnaissance instinctive.
comme si quelque chose en elle ne lui faisait pas peur. Jean, debout à la porte, observa la scène sans intervenir. Il vit son fils tendre son dessin à la jeune femme, un simple trait noir sur fond blanc. Camille le prit, le regarda, puis s'assit à côté de lui. Elle ne parla pas. Elle resta simplement là, et Louis ne s'éloigna pas. Jean sentit une tension qu'il ignorait relâcher, imperceptiblement. Le lendemain matin, la lumière filtrant à travers les rideaux épais de la chambre d'amis tirait des lignes pâles sur le visage de Camille. Le lit, large et impeccablement fait, tranchait avec les matelas qu'elle avait connus dans les refuges ou sur les bancs glacés des gares. Elle s'éveilla lentement, son corps protestant contre l'inconfort de la veille, mais son esprit encore confus de ce qu'elle faisait dans une maison aussi élégante. La veille au soir, elle avait dîné seule dans une salle immense, servie par une gouvernante muette qui la jaugeait du regard sans jamais poser de questions. Jean était resté enfermé dans son bureau. Louis, lui, avait disparu après leur première rencontre. Camille enfila un pull emprunté à l'armoire et descendit prudemment l'escalier central. Les planches ne craquaient pas, signe d'un entretien presque maniaque. Dans la cuisine, elle trouva Madame Dupont préparant le petit déjeuner. La gouvernante, droite comme un piquet, lui désigna une assiette sans mot dire. Camille s'assit et l'odeur du pain grillé lui rappela des souvenirs d'enfance enfouis. Elle mangea lentement, jetant des coups d'œil vers la porte comme si elle s'attendait à être chassée d'un instant à l'autre. Ce ne fut qu'après le repas que Louis apparut, tenant un livre contre sa poitrine. Il entra sans bruit, s'assit à la même table, mais sans la regarder. Camille attendit. Elle ne parla pas. Elle ne fit aucun mouvement vers lui. Finalement, c'est lui qui posa le livre entre eux, l'ouvrit à une page et pointa une image. Une forêt sombre avec une cabane. Camille sourit. « Tu aimes les histoires ?» demanda-t-elle. Il ne répondit pas, mais son doigt tapota la cabane. Elle comprit qu'il voulait qu'elle lise. Alors elle lut. La voix douce, presque un murmure, articulée avec soin. Louis ne bougea pas. Il écouta tout. Quand elle ferma le livre, il la regarda enfin. Pas longtemps, mais assez pour qu'elle sente le début d'un lien. Les jours suivants furent tôt marqués par de petits progrès. Louis ne parlait toujours pas, mais il laissait Camille s'asseoir près de lui. Il acceptait qu'elle l'aide à mettre ses chaussures. Il partageait parfois ses crayons. La maison, toujours aussi vaste et froide, semblait pourtant se modifier à son contact. Les portes qu'on laissait habituellement fermées s'entr'ouvraient. Les couloirs, autrefois vides, voyaient passer des rires timides, des murmures d'histoires racontées à voix basse. Jean, fidèle à lui-même, ne participait guère à ces moments. Il observait de loin, souvent caché derrière les vitres de son bureau, le regard incertain. Camille, de son côté, explorait peu à peu les lieux. La maison était immense, mais étrangement compartimentée. Chaque pièce semblait figée dans le temps, comme si les horloges s'étaient arrêtées à la mort d'Hélène. Un jour, en rangeant quelques jouets dans la chambre de Louis, elle découvrit une porte légèrement entrebâillée, au fond du couloir du deuxième étage. Curieuse, elle l'ouvrit et entra dans une pièce baignée d'une lumière grise, l'ancienne chambre de la nourrice, à en juger par la simplicité du mobilier. Un lit étroit, une coiffeuse, quelques livres. L'endroit n'avait visiblement pas été utilisé depuis des mois. Sur la table de chevet, un carnet relié de cuir attira son attention. Il était ouvert à une page annotée en écriture cursive, nerveuse. Camille hésita mais finit par s'asseoir et lire. Le journal semblait appartenir à l'ancienne nounou de Louis, une certaine Margot. Les premières pages décrivaient le quotidien banal de la maison, les repas à heure fixe, les tâches ménagères, les caprices d'un enfant encore trop petit pour comprendre la mort. Mais à mesure qu'elle avançait dans la lecture, Camille sentit une tension grandissante. Margot écrivait « Louis ne dort plus sans parler à la porte. Il dit que sa maman vient la nuit. Jean refuse d'en parler. Il a interdit que l'on entre dans leur chambre. » Camille releva la tête, troublée. Elle avait senti cette interdiction dès son arrivée, sans qu'on la lui formule. Une atmosphère lourde planait autour de certaines pièces. Une nuit, alors qu'elle allait chercher un verre d'eau, elle avait cru entendre des pas derrière elle, puis un murmure étouffé dans le couloir. Elle avait d'abord pensé rêver. Mais maintenant, les mots de Margot lui donnaient une nouvelle perspective. Elle continua à lire. Le journal relatait des événements étranges, des jouets déplacés sans explication, des bruits dans les murs, et surtout le comportement de Jean de plus en plus distant, de plus en plus nerveux lorsqu'il s'agissait de Louis ou de la chambre d'Hélène.
Margot avait tenté d'en parler, mais à la suite de cela, elle avait été congédiée. Aucune explication. Juste une lettre et un salaire d'1 mois. Camille referma le journal avec prudence. Elle le remit à sa place et quitta la pièce. Le couloir lui parut plus long qu'à l'aller, chaque pas résonnant dans le silence oppressant de la maison. Elle retrouva Louis dans sa chambre, occupé à aligner des petits soldats en plastique. Il la regarda brièvement, puis retourna à son jeu. Camille s'assit près de lui, observant son visage concentré. Elle voulait lui poser 1000 questions, mais ne dit rien. Elle savait que le moment viendrait. Le soir venu, Jean apparut brièvement à table. Il mangea en silence, jetant de temps à autre un regard vers Camille. Elle aussi le regardait discrètement. Il semblait fatigué, usé par quelque chose qu'il n'avouait pas. Un poids invisible, une colère contenue. Il remercia d'un signe de tête à la fin du repas et disparut de nouveau dans son bureau. Camille, dans sa chambre, relut mentalement les phrases du journal. Quelque chose n'allait pas. La douleur du deuil ne pouvait à elle seule expliquer le mutisme de Louis, ni l'ambiance pesante de la maison. Le comportement de Jean, le silence de Madame Dupont, les pièces verrouillées, tout cela formait un puzzle qu'elle ne comprenait pas encore. Elle savait toutefois une chose, elle ne partirait pas sans comprendre. Louis méritait plus que le silence. Et peut-être que, pour lui offrir une chance, elle devrait affronter des vérités que personne ici ne semblait prêt à dire. Le vent soufflait sur les vitraux de la maison Morel comme un soupir oublié, distillant une tension que Camille ne savait plus ignorer. Depuis la découverte du journal de l'ancienne nourrice, elle ne cessait de percevoir les signes d'une étrangeté subtile et persistante. Les jours passaient, et plus elle observait les routines silencieuses de la maison, plus elle percevait des ruptures, des fissures dans le vernis de ce lieu prétendument paisible. Louis continuait de lui faire confiance, mais ses gestes et ses jeux, en apparence anodins, semblaient guidés par des rituels invisibles, comme s'il obéissait à une logique connue de lui seul. Une nuit, alors qu'elle s'était assoupie dans le fauteuil près de la cheminée de la bibliothèque, Camille fut réveillée par un claquement sec. Elle ouvrit les yeux et vit la porte entr'ouverte. Aucun bruit, aucune voix. Mais un jouet en bois, un cheval miniature qu'elle avait rangé dans la chambre de Louis plus tôt dans la journée, se trouvait maintenant au centre du tapis. Elle se leva, prit l'objet dans ses mains et se demanda si elle l'avait simplement mal rangé. Pourtant, elle se souvenait très bien de l'avoir placé dans la boîte bleue au pied du lit. Elle y retourna en silence. La boîte était là, les autres jouets à leur place. Le cheval n'aurait pas dû être ailleurs. Le lendemain, elle tenta d'en parler à Louis. Pendant le petit déjeuner, elle déposa le cheval sur la table entre eux. Le garçon le regarda sans surprise, le prit doucement et le glissa dans la poche de son pull. Il ne dit rien, mais ses yeux semblaient trahir une forme d'accord tacite. Camille ne le pressa pas. Elle ne voulait pas le forcer, seulement lui faire comprendre qu'elle était là, attentive, prête à entendre ce qu'il ne pouvait pas dire à voix haute. Plus tard, alors qu'elle rangeait la chambre de Louis, elle entendit un murmure provenant du couloir. Elle crut d'abord à une voix portée par le vent, mais en tendant l'oreille, elle perçut un mot répété plusieurs fois, presque un souffle. « Maman, maman !» Elle sortit, le cœur battant, mais ne vit personne. Seule la porte du fond du couloir, celle qui menait à l'aile fermée de la maison, était entr'ouverte. Jean avait interdit l'accès à cette partie depuis le début. Camille l'avait respectée jusque-là. Mais ce jour-là, elle s'approcha et poussa la porte sans bruit. L'odeur de renfermé l'assaillit aussitôt. Les volets étaient clos, mais une lumière pâle filtrait à travers une fente. L'espace semblait figé, figé dans le deuil et le refus. Une coiffeuse pleine de poussière, un miroir voilé par un drap, un lit à baldaquin dont les draps avaient jauni. C'était sans aucun doute l'ancienne chambre d'Hélène Morel. Camille avança lentement, retenant son souffle. Sur la table de chevet, une montre ancienne arrêtée. À côté, une photo renversée. Elle la redressa. Jean, Hélène et Louis, encore bébés. Le seul sourire sur ce cliché venait de la mère. Un grincement derrière elle la fit sursauter. Elle se retourna, mais il n'y avait personne. Elle sortit rapidement, refermant la porte derrière elle. Dans le couloir, Louis l'attendait, le regard figé. Il ne dit rien, mais lorsqu'elle le rejoignit, il prit sa main et l'emmena dans sa chambre. Il ouvrit une boîte à chaussures cachée sous son lit et en sortit un dessin. Une porte noire, une femme aux cheveux longs derrière et un enfant devant. Aucun mot, mais le message était clair. Il savait ce qu'il y avait dans cette pièce, et il y revenait,
en pensée ou en rêve. Camille était de plus en plus convaincue que Louis ne vivait pas seulement un deuil, mais une présence. Pas nécessairement surnaturelle, mais émotionnellement puissante, gravée dans chaque objet, chaque recoin de cette maison. Jean, de son côté, restait hermétique. Il passait ses journées au bureau, répondait à peine lorsqu'elle lui parlait de Louis et fuyait toute mention d'Hélène. Un mur de silence plus solide que n'importe quelle serrure. Une après-midi, alors qu'elle nettoyait les étagères du salon, Camille découvrit un livre en cuir glissé entre deux encyclopédies. Il n'était pas numéroté, pas répertorié. En l'ouvrant, elle trouva à l'intérieur des croquis, des visages, des scènes de famille dessinées à la main. Plusieurs d'entre eux représentaient Hélène, toujours en train de regarder quelqu'un au loin. Et à la dernière page, un croquis inachevé. Louis debout devant une porte entr'ouverte avec des ombres indistinctes derrière lui. Un frisson parcourut l'échine de Camille. Qui avait dessiné cela? Et pourquoi le cacher? Cette nuit-là, le sommeil lui échappa. Chaque bruit dans la maison prenait un sens nouveau. Les craquements, les chuchotements, les objets déplacés, tout semblait dire que la maison refusait d'oublier. Camille se leva, marcha pieds nus jusqu'au salon et s'assit devant la cheminée éteinte. Elle réfléchit longtemps. À Louis, à Jean, à cette femme morte dont personne ne voulait prononcer le nom, et à elle-même. Elle aussi portait un passé qu'elle avait fui. Mais ici, face à cet enfant silencieux, elle sentait qu'elle devait affronter quelque chose. Pas seulement ce qui pesait sur la maison, mais ce qui pesait en elle. Au petit matin, elle trouva Louis déjà éveillé, assis au bord de son lit, le regard fixé vers la porte. Elle s'approcha doucement. « Tu veux me montrer quelque chose ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. Il prit sa main et la guida jusqu'au grenier, un endroit qu'elle n'avait encore jamais visité. L'escalier était étroit, poussiéreux. Ils montèrent ensemble. Une fois en haut, Louis montra une vieille malle. Camille l'ouvrit. À l'intérieur, des vêtements, des lettres, des objets personnels appartenant à Hélène, et parmi eux, une petite boîte en bois contenant des cassettes audio, étiquetées à la main, pour Louis, à écouter quand il sera grand. Camille les prit, les serra contre elle. Il fallait comprendre, il fallait écouter. Et elle savait que ce qu'elle découvrirait changerait à jamais ce qu'elle pensait de la famille Morel. Le jour se levait lentement sur Neuilly-sur-Seine, voilé d'un ciel laiteux, lorsque Camille, assise dans le coin le plus discret de la bibliothèque, inséra l'une des cassettes dans un vieux lecteur qu'elle avait trouvé dans la même malle. Elle avait attendu que Jean parte et que Louis s'endorme pour se plonger dans cet écho du passé. La bande grésilla quelques secondes, puis une voix féminine, douce, claire, familière, sans pourtant l'être, emplit la pièce. C'était celle d'Hélène. Camille n'avait jamais entendu sa voix, mais elle n'avait aucun doute. Il y avait dans ses mots une chaleur pleine d'intention. « Bonjour, mon petit Louis, » disait la voix. « Si tu écoutes ceci, c'est que je ne suis probablement plus là. Mais tu dois savoir que je t'ai aimé plus que tout, plus que ma propre vie. Et si un jour tu ressens un vide, cherche dans tes souvenirs, je serai là. » Camille appuya sur pause. Elle ferma les yeux. Quel genre de mère enregistre des messages d'adieu pour un enfant de 2 ans? Était-ce prémonition ou préparation? Il y avait quelque chose d'anormal dans cette démarche, quelque chose qui suggérait qu'Hélène sentait un danger, ou du moins une menace sourde dans son quotidien. Elle reprit la lecture. La voix continuait, alternant berceuses murmurées et anecdotes tendres. Mais au milieu d'un enregistrement, un ton plus grave surgit. Jean est fatigué. Il ne parle plus de ses soucis au travail. Il se renferme. Je sens qu'il m'échappe. Il y a eu cette nuit, ce cauchemar. Louis pleurait et Jean a crié, pas contre lui, contre quelque chose d'invisible. Il ne se rappelle pas, mais j'ai eu peur. Camille arrêta là. Les frissons qu'elle ressentait n'étaient pas dus à la température de la pièce. Elle comprenait à présent que la mort d'Hélène n'avait rien d'un simple accident domestique. Il y avait un non-dit, une zone d'ombre que même la gouvernante, pourtant omniprésente, semblait éviter. Ces cassettes n'étaient pas de simples souvenirs. Elles étaient des fragments de vérité, laissés comme des balises pour un fils qui, plus tard, devrait comprendre ce que personne n'osait raconter. Décidée à aller plus loin, Camille retourna dans la chambre abandonnée de la nourrice. Elle fouilla l'armoire, les tiroirs, la literie. Derrière un panneau mal fixé, elle découvrit une enveloppe jaunie, adressée à Margot. À l'intérieur, une note manuscrite, visiblement d'Hélène. « Si quelque chose m'arrive, ne crois pas à l'accident. Protège Louis et ne laisse pas Jean sombrer.
Camille relut la phrase plusieurs fois. Chaque mot pesait comme une pierre. Jean, le Jean froid, distant, qui vivait aujourd'hui comme une ombre. Il était au cœur de ce message, de cet avertissement. Et s'il ne s'agissait pas seulement d'une tragédie familiale, mais d'un drame étouffé par le silence, par la peur? Elle se rappela alors la mention dans le journal de Margot de cette interdiction formelle, ne jamais entrer dans la chambre d'Hélène. Camille y avait pénétré par hasard, poussée par une curiosité presque instinctive. Mais maintenant, elle y retourna délibérément. Cette fois, elle ouvrit les tiroirs, les armoires, le coffre au pied du lit. Elle découvrit, rangé sous une pile de vêtements, un carnet à la couverture bordeaux. Ce n'était pas un journal intime, mais une sorte de registre personnel. Hélène y avait consigné ses pensées sur Louis, ses rêves, ses doutes. Et entre les pages, quelques annotations en marge, écrites dans la hâte ou la peur. Jean ne dort plus. Il parle seul. Il croit entendre des voix. J'ai peur pour Louis. Camille referma le carnet avec une précaution presque religieuse. Elle comprenait maintenant pourquoi la gouvernante évitait de parler du passé, pourquoi les employés tournèrent les yeux quand on évoquait Hélène. Tout le monde savait, ou du moins soupçonnait, que quelque chose de grave s'était produit, quelque chose que Jean lui-même refusait de regarder en face. Mais Louis, dans sa candeur silencieuse, dans ses dessins et ses gestes hésitants, semblait être le seul à garder intacte la mémoire de cette nuit. Elle observa de plus près les dessins de l'enfant qu'il accumulait dans une boîte sous son lit. Toujours les mêmes motifs, une porte, une silhouette, un cri muet. Dans un coin d'un dessin, elle lut un mot griffonné maladroitement. Non. Il était écrit en lettres tordues, comme si l'enfant avait reproduit ce qu'il avait entendu. Camille sentit un poids dans sa poitrine. Ce non était plus qu'un refus. C'était une alarme, un cri figé dans le papier. Le soir, lors du dîner, Jean resta plus longtemps que d'habitude. Il mangea en silence, jetant de temps en temps un regard vers son fils. Camille sentit que quelque chose chez lui se modifiait lentement. Moins de froideur, plus de fatigue, une faille qui commençait à se montrer. Elle voulait l'interroger, mais savait que la confrontation ne pouvait pas encore avoir lieu. Pas tant qu'elle ne possédait pas toutes les pièces du puzzle. Ce fut Louis, encore une fois, qui les rapprocha. Avant de se coucher, il prit la main de Camille, puis pointa du doigt la porte de la chambre d'Hélène. Jean, témoin de la scène, se leva brusquement. « Il ne faut pas, dit-il d'un ton sec. » Mais Louis ne baissa pas les yeux. Il continua de pointer la porte, puis se tourna vers son père. « Maman est là. » Ce furent les deux mots, 2 syllabes. Les premières qu'il prononçait depuis des mois. Le choc fut tel que Jean resta immobile, figé par le poids de ses paroles. Camille, quant à elle, comprit que le moment approchait. La vérité se rapprochait, par fragments, portée par la voix d'un enfant qu'on avait trop longtemps réduit au silence. Et dans les murs de la maison, dans les objets, dans les cassettes, la mémoire d'Hélène s'animait, prête à livrer ce qu'on avait tenté d'oublier. Camille savait désormais que son rôle allait bien au-delà de la garde d'un enfant. Elle était devenue la seule à pouvoir rassembler les éclats d'une histoire brisée et peut-être à redonner une voix à ceux qu'on avait condamnés à se taire. La journée s'annonçait comme toutes les autres dans la maison Morel. Une routine bien huilée s'installait malgré les non-dits, les ombres persistantes dans les couloirs et les souvenirs accrochés aux objets silencieux. Camille passait de plus en plus de temps avec Louis, qui, bien qu'il ne soit toujours pas bavard, laissait entrevoir des émotions nuancées par des gestes et des regards. Une complicité étrange, profonde, les liait désormais. Il acceptait sa présence, la cherchait même, et réagissait à sa voix comme à une berceuse oubliée. Chaque sourire de Louis était un petit miracle que Camille chérissait en silence. Ce jour-là, Jean devait dîner avec des investisseurs venus de Genève. Marianne avait tout organisé. La table réservée dans un restaurant étoilé, les dossiers prêts, les projections financières imprimées. Il était attendu pour 19 heures précises au centre-ville. Camille, qui avait l'habitude de ne pas compter sur sa présence, s'était préparée à une soirée tranquille avec Louis, qui lui avait demandé à sa manière discrète de lui lire encore l'histoire de la cabane dans la forêt. Mais à 18h40, alors qu'il s'apprêtait à monter en voiture, Jean s'arrêta brusquement sur le perron. Une sensation étrange, viscérale, l'envahit. Il regarda le ciel, lourd, opaque, puis retourna dans le vestibule. Il retira son manteau sans un mot, posa sa mallette et dit à la gouvernante d'annuler son dîner. Elle n'osa poser aucune question.
Il monta lentement les escaliers, le cœur serré sans raison apparente. Ce genre d'impulsion ne lui ressemblait pas. Pourtant, quelque chose d'indéfinissable lui disait qu'il devait rester. Il traversa le couloir assombri du premier étage. En passant devant la chambre de Louis, il entendit des rires étouffés. Cela le figea. Depuis combien de temps n'avait-il pas entendu son fils rire? Un vrai rire, pas un réflexe nerveux. Il avança sans bruit, poussé par un mélange de crainte et de curiosité. Les rires venèrent du fond du couloir, d'une pièce qu'il connaissait trop bien. Lorsqu'il s'approcha, il comprit. La porte était entr'ouverte. C'était la chambre d'Hélène. Le cœur battant à ses tempes, il posa la main sur la poignée et entra sans bruit. La scène qu'il découvrit le désarma entièrement. Louis, assis sur le tapis, jouait avec ses soldats en bois. Camille, accroupie à ses côtés, portait une robe trouvée dans l'armoire, une robe d'Hélène. Elle racontait une histoire à voix haute, animant les figurines avec les mains. Son ton était doux, vivant, presque joyeux. Autour d'eux, la pièce semblait soudain respirer à nouveau. Les rideaux étaient ouverts, la lumière tamisée rendait à l'espace sa chaleur d'autrefois. Jean resta un moment dans l'embrasure de la porte, incapable de bouger, figé par une émotion brute. Il avait interdit à quiconque d'entrer ici. Il avait verrouillé cette chambre dans sa mémoire, scellé son accès au nom du deuil. Mais maintenant, ce lieu, qui était devenu une tombe, vibrait d'une vie nouvelle. Louis riait, Camille souriait, et tout ce qu'il avait voulu enterrer refaisait surface. « Que faites-vous ici » lança-t-il brusquement, d'une voix plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Camille se redressa d'un coup, surprise. Louis se figea, les soldats tombèrent de ses mains. « Jean, je peux expliquer » dit-elle calmement. Mais il ne l'écouta pas. Il entra, referma la porte derrière lui et fit quelques pas dans la pièce. « Cette chambre est interdite, vous le saviez. Je vous ai confié mon fils, pas ma vie privée. »« Il m'a amené ici, répondit-elle sans reculer. Il voulait me montrer. Il a dit que sa maman était là. » Jean fronça les sourcils, les poings serrés. Il regarda son fils, immobile, puis la robe que Camille portait. « Enlevez ça, tout de suite. » Camille baissa les yeux vers la robe. Elle sentit sa gorge se nouer. Ce n'était pas une moquerie, c'était pour lui redonner une image. Il avait besoin de se souvenir. Il n'a pas besoin de souvenir, il a besoin d'oubli. Non, Jean, il a besoin de vérité, d'amour, de votre présence. Il vous regarde comme s'il voulait vous parler depuis des semaines, mais vous vous cachez derrière votre travail, derrière cette maison vide. Jean fit un pas vers elle, les yeux brillants. Vous ne savez rien de nous, rien de ce qui s'est passé ici. Vous êtes une inconnue que j'ai ramassée dans une gare, une impulsion stupide. Peut-être, dit-elle, mais moi, je l'écoute, je le regarde, et lui, il me fait confiance. Plus que vous. Un silence tendu tomba sur la pièce. Louis leva les yeux vers son père, puis vers Camille. Il ne pleura pas. Il se leva lentement, prit la main de la jeune femme et la serra fort. Un geste silencieux, mais chargé de sens. Jean détourna le regard. Son visage se crispa. Il se tourna vers la fenêtre, les épaules raides. « Sortez d'ici, maintenant. » Camille ne discuta pas. Elle guida Louis hors de la chambre, referma doucement la porte. Dans le couloir, elle s'agenouilla devant lui. « Tu n'as rien fait de mal, Louis. Tu peux me parler quand tu veux, d'accord ?» L'enfant hocha la tête. Elle le raccompagna dans sa chambre, le borda et resta un moment à son chevet. Lorsqu'elle descendit, la maison était silencieuse. Madame Dupont avait disparu. Jean était enfermé, et le vent dehors hurlait contre les vitres comme pour chasser les souvenirs réveillés. Dans sa chambre, Camille se changea, reposa la robe soigneusement dans son tiroir d'origine. Elle s'assit sur le lit et sentit les larmes lui monter aux yeux. Pas de colère, pas de peur, une tristesse immense. Elle savait que son geste allait provoquer une tempête, mais elle ne regrettait rien. Louis avait ri, il avait vécu, et même si Jean refusait de l'admettre, c'était un pas vers la lumière. La nuit fut longue. Aucun bruit dans la maison. Pas même un pas. Comme si tout le monde retenait son souffle. Camille resta éveillée, les yeux fixés au plafond, réfléchissant à ce qu'elle avait vu dans cette pièce. Les photos, les livres, les draps encore imprégnés du parfum d'Hélène. Ce n'était pas un sanctuaire. C'était un lieu figé dans la culpabilité. Et cette culpabilité, elle le sentait maintenant, appartenait à Jean. Quelque chose s'était brisé ce soir-là. Un mur, une barrière, peut-être une illusion. Et dans la brèche ouverte,
La vérité commençait à s'infiltrer, goutte à goutte, prête à noyer les mensonges. Le lendemain matin, l'atmosphère dans la maison Morel était différente. Moins tendue, mais plus lourde, comme si l'air lui-même s'était chargé d'un malaise contenu. Camille se réveilla avec les yeux cernés, les muscles tendus et une impression persistante d'avoir franchi une frontière invisible la veille. Elle avait pénétré un territoire interdit, non seulement physiquement, mais émotionnellement dans l'esprit d'un homme qui se protégeait derrière une muraille de silence. Pourtant, elle n'avait aucun regret. Elle savait qu'en réveillant cette part de l'histoire, elle avait aussi réveillé quelque chose en Louis. Et c'était tout ce qui comptait. Le petit garçon descendit tard ce matin-là, plus calme que d'ordinaire, mais pas fermé. Il s'approcha d'elle et lui tendit un dessin, sans un mot. Sur la feuille, un homme en noir, une femme en robe claire et un enfant au milieu. 3 silhouettes sous un toit, sans visage, sans décor. Camille regarda le dessin longuement. Il ne représentait pas la douleur ni la peur, mais une volonté muette de réunion. Louis rêvait d'un foyer, même imparfait, même reconstruit à partir de ruines. Et ce rêve, Camille ne pouvait pas le trahir. Elle savait pourtant que Jean n'en resterait pas là. Et en effet, peu avant midi, il apparut dans l'encadrement de la porte du salon. Il avait dormi peu, mal, et cela se voyait. Son visage était creusé, ses yeux rougis, ses gestes lents. Il fit signe à Camille de le suivre sans un mot. Elle le suivit, traversant les couloirs comme on traverse un champ de bataille après la tempête. Ils entrèrent dans le bureau. Jean referma la porte derrière eux. « Je n'ai pas pour habitude de revenir sur mes décisions », commença-t-il, le regard fixé sur la fenêtre. « Ce que vous avez fait hier, c'est impardonnable. » Camille reste à droite, les bras le long du corps. « Je n'ai rien fait que vous n'auriez pas fait, si vous aviez écouté votre fils. Mon fils est un enfant. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il vit dans une réalité altérée par la perte. Il projette des fantasmes sur un passé qu'il ne comprend pas. Ce ne sont pas des fantasmes, Jean. C'est sa manière de survivre. Et c'est peut-être aussi la vôtre que vous refusez de voir. » Il se retourna, les mâchoires serrées. « Ne parlez pas de moi. Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez rien de ce que j'ai perdu. Mais je sais ce que Louis est en train de perdre. Un père. Encore une fois, il vous attend chaque jour. Il vous regarde avec une attente que vous refusez de combler. » Jean détourna les yeux, secoué. Il marcha lentement vers la cheminée, s'y appuya. « Hélène est morte dans cette maison, murmura-t-il. Un accident stupide. Elle a glissé dans l'escalier. Elle est tombée. Fin de l'histoire. Ce n'est pas ce que dit le journal de Margot. Ce n'est pas ce que disent les cassettes. Et ce n'est pas ce que Louis croit. » Jean la fixa, les sourcils froncés. « Les cassettes? Oui, celles qu'Hélène a laissées dans la malle du grenier. Pour Louis. Pour quand il serait prêt à comprendre. Vous ne saviez pas ?» Jean sembla vaciller. Il s'assit, soudain épuisé. Elle me disait parfois qu'elle avait peur, que je changeais, que je m'éloignais. Mais c'était elle qui s'isolait. Elle s'enfonçait dans des idées sombres, elle croyait entendre des voix. C'est elle qui s'est fermée au monde, pas moi. Peut-être, mais vous l'avez laissée seule dans cette détresse. Et après sa mort, vous avez fermé toutes les portes. À Louis, à vous-même. Vous avez voulu que le silence règle tout. Il n'a fait qu'empirer les choses. Jean passa une main sur son visage, las. « Que voulez-vous de moi, Camille? Que je m'effondre? Que je crie? Que je revive chaque détail de cette nuit? Je veux que vous regardiez votre fils, que vous l'écoutiez. Il n'a jamais cessé de parler. Il le fait autrement. À travers ses dessins, à travers ses gestes, il vous appelle. Et vous ne répondez pas. » Un long silence suivit. Jeanne restait immobile, comme vidée. Puis il releva lentement la tête. Il a vu quelque chose cette nuit-là. Je l'ai toujours su, mais je n'ai jamais eu le courage de lui demander. Alors demandez-lui, avant qu'il n'abandonne l'idée que vous pouvez comprendre. Jean hocha la tête imperceptiblement. Camille se leva, prête à partir. Il la retint d'un mot. « Pourquoi êtes-vous restée, Camille? Vous auriez pu partir 1000 fois. » Elle s'arrêta, la main sur la poignée. « Parce que Louis m'a tendu la main. Et parce que moi aussi, un jour, j'ai espéré que quelqu'un le ferait pour moi. » Elle sortit, le laissant seul avec ses pensées. Le reste de la journée se déroula dans un calme pesant. Jean ne reparut pas. Louis resta près de Camille, comme s'il sentait que quelque chose avait bougé. Il ne parla pas, mais il dessina, encore, une nouvelle maison, 3 fenêtres,
3 silhouettes, et cette fois, une lumière derrière chaque fenêtre. Pas de visage, juste des présences. Le soir venu, alors que Camille s'apprêtait à éteindre les lumières du couloir, elle trouva un petit mot glissé sous la porte de sa chambre, une écriture hésitante, presque tremblante. Une seule phrase, « Je ne sais pas comment, mais je veux essayer ». Elle reconnut l'écriture de Jean, et pour la première fois depuis son arrivée, elle se permit un souffle d'espoir. La fissure était là, minuscule, fragile, mais elle existait, et parfois, une fissure suffit à faire entrer la lumière. La pluie battait contre les vitres depuis le milieu de la nuit, tambourinant doucement, comme pour accompagner les pensées agitées de Camille. Elle n'avait pas dormi. Le billet de Jean, glissé sous la porte la veille, tournait en boucle dans son esprit. « Je ne sais pas comment, mais je veux essayer ». Ces mots, aussi simples soient-ils, avaient ouvert une brèche que Camille ne savait plus refermer. Pour la première fois depuis son arrivée dans cette maison, elle percevait autre chose que la douleur et la rétention. Une volonté, ténue, certes, mais sincère. Et cette volonté, venue de Jean, était plus précieuse que tout. Ce matin-là, Louis semblait plus tranquille. Il avait pris son petit déjeuner sans pousser les aliments de son assiette, avait regardé Camille avec une certaine sérénité, presque une reconnaissance silencieuse. Puis, il s'était dirigé vers la salle de jeu sans un mot. Camille, elle, s'était mise à ranger ses affaires, cherchant un objet qu'elle avait égaré la veille. En soulevant les coussins du canapé du salon, elle trouva un carnet de croquis, un de ceux que Louis remplissait en silence. En le feuilletant, elle retrouva les mêmes thèmes. La porte, la silhouette, les visages absents. Mais entre deux dessins, un feuillet plié en 4 dépassait légèrement. Elle le tira délicatement. C'était un billet. Écrit à la main, à l'encre noire, le papier semblait ancien, mais pas fragile. La calligraphie était maladroite, manifestement enfantine. Les mots étaient simples, presque douloureux dans leur innocence. Maman a dit que papa l'a oublié. Camille resta un long moment immobile, le billet entre les doigts. Elle sentit une boule se former dans sa gorge. Ce message ne ressemblait pas à une invention d'enfant. Il avait le poids d'une confidence, d'un souvenir transmis comme un fardeau. Ce n'était pas un message imaginé. C'était un fragment d'histoire que Louis tentait de préserver à sa manière. Elle plia le billet et le glissa dans sa poche. Elle ne pouvait pas le montrer tout de suite à Jean. Il n'était pas prêt. Pas encore. Mais elle décida qu'elle le serait. Elle devait savoir, comprendre. Elle n'avait plus le luxe d'attendre que les souvenirs remontent d'eux-mêmes. Il lui fallait aller les chercher. Ce fut donc en fin d'après-midi qu'elle se rendit discrètement à l'hôpital où, selon les documents qu'elle avait trouvés dans la malle, Hélène avait été transportée avant son décès. Elle avait pris soin de ne rien dire à personne, pas même à Madame Dupont. Elle savait que trop de regards freineraient sa recherche. À la réception, on lui opposa d'abord un refus. L'affaire était ancienne, les dossiers médicaux confidentiels, mais elle insista. Elle parla au nom de Louis. Elle évoqua une enquête personnelle, non officielle, liée au bien-être d'un enfant. Et ce fut un employé plus âgé, ayant reconnu le nom Morel, qui finit par la conduire dans une salle d'archives. Le dossier médical d'Hélène Morel était mince. Une page d'admission, une brève description des blessures, une fiche de décès. Officiellement, chute dans l'escalier, traumatisme crânien, décès à l'arrivée à l'hôpital. Mais un feuillet attaché au fond du dossier attira son attention. Une note manuscrite d'un médecin de garde. Le mari semblait confus, refus de donner des détails. L'enfant présent au moment des faits, non précisé. Interrogatoire, non complété. Camille photographia discrètement la note. Cette absence de clarté, cette incertitude administrative, renforçait ce que Louis tentait de dire depuis des semaines. L'histoire officielle ne collait pas. Quelque chose s'était produit cette nuit-là, quelque chose que personne n'avait voulu ou pu consigner. Sur le chemin du retour, Camille décida de faire un dernier détour. Elle retourna à la maison, mais au lieu d'entrer directement, elle longea le côté par le petit sentier qui menait à la remise, un endroit rarement utilisé. C'est là qu'elle trouva Madame Dupont, assise sur une chaise, un tricot sur les genoux, le regard perdu dans le jardin. Camille hésita puis s'approcha. « Madame Dupont, vous avez travaillé ici longtemps, n'est-ce pas ?» La vieille femme la regarda, surprise par le ton doux mais déterminé de la question. « 32 ans, j'ai vu naître Louis, et j'ai vu Hélène s'éteindre.
Pourquoi cette question, mademoiselle? Parce que je crois que ce qui s'est passé cette nuit-là n'a jamais été vraiment dit, et parce que Louis vit avec une version qu'il ne comprend pas, mais qu'il ressent profondément. Je veux connaître votre vérité. Madame Dupont baissa les yeux. Elle posa son tricot, soupira longuement. Je n'étais pas dans la pièce. Je ne peux pas dire ce que j'ai vu, mais j'ai entendu. Le verre brisé, les cris, la chute, et puis le silence. Jean est descendu en courant. Il tenait Louis dans les bras. L'enfant ne pleurait pas. Il ne disait rien. Il regardait fixement l'escalier. Jean m'a dit qu'elle avait glissé, que Louis n'avait rien vu. Il m'a ordonné d'appeler une ambulance. J'ai obéi. Et vous avez cru à cette version? Non. Mais je ne suis pas la justice. Je suis une domestique. J'ai vu des choses qu'on ne m'a pas demandé de comprendre. Mais je peux vous dire une chose, mademoiselle. Ce n'était pas un simple accident. Jean portait un vide ce soir-là, comme s'il s'était effondré de l'intérieur. Camille la remercia et s'éloigna lentement. La nuit tombait sur la maison, et les lampes du jardin s'allumaient une à une, projetant des halos pâles sur les allées détrempées. En montant l'escalier principal, elle pensa à Louis, à ses dessins, à sa voix qui tentait de revenir, et elle comprit que la clé n'était pas uniquement dans les souvenirs, elle était dans les silences, dans les absences, dans ce que Jean refusait encore d'affronter. Elle entra dans la chambre de l'enfant. Il dormait, les doigts refermés sur une de ses figurines. Elle s'assit à côté de lui, effleura doucement ses cheveux. « Je te promets, Louis, on trouvera la vérité. Et tu pourras enfin parler sans peur. » Camille savait que les heures à venir ne seraient pas faciles, mais elle n'était plus une invitée dans cette maison. Elle en était devenue la voix des absents, la mémoire des oubliés, et elle irait jusqu'au bout, pour lui, pour Hélène, et peut-être pour Jean. Les rues de Neuilly-sur-Seine semblaient encore plus calmes ce matin-là, comme si la pluie de la veille avait lavé la ville de sa froideur habituelle. Pourtant, au sein de la maison Morel, une tempête se préparait. Depuis la veille, après ses entretiens à l'hôpital et avec Madame Dupont, Camille sentait l'ombre des non-dits s'épaissir. Une tension sourde parcourait les couloirs. Elle avait perçu dans le regard de Jean une fissure plus profonde qu'elle ne l'avait anticipée. Le billet de Louis, le témoignage muet de la domestique, le dossier incomplet, tout se rejoignait dans un labyrinthe où la vérité semblait fuir à mesure qu'on s'en approchait. Elle décida de commencer la journée par une tâche simple, rassembler tous les dessins de Louis éparpillés dans sa chambre et dans la salle de jeu. Elle s'installa à la table basse du salon, étala les feuilles, les juxtaposa, chercha des motifs récurrents. Il y avait la porte sombre, la silhouette derrière, le mot « non » souvent inscrit maladroitement. Il y avait aussi une main qui semblait tendre quelque chose, une lumière, et toujours ce toit protecteur, comme un abri qu'il ne savait plus habiter. Chaque dessin racontait un fragment d'histoire. Chaque image était un appel désespéré à être entendu. Peu après, elle se rendit au bureau de Jean. La porte était ouverte. La pièce emplie du parfum subtil de papier luxe et de cuir ciré. Jean était assis derrière son bureau, le regard fixé sur des documents qu'il ne lisait pas. Elle entra doucement. « Je voudrais qu'on en parle », commença-t-elle sans heurter le silence. Il leva les yeux, ses traits tirés trahissant une nuit agitée. « Nous n'avons pas besoin d'en parler. Les choses sont déjà claires. »« Je ne crois pas, » murmura-t-elle. « Rien n'est clair. » Elle sortit les dessins, les étala devant lui. Il les regarda, détournant le regard au bout d'un instant, puis les observa un à un. « Il dessine ce qu'il sent, pas ce qu'il a vécu, » souffla-t-il. « Nous devons l'aider à oublier. » « À oublier? Vous voulez qu'il oublie? Son silence est un deuil, pas une maladie. » Jean se frotta les tempes. Sa frustration était palpable. « Il souffre. Vous rouvrir des blessures ne peut qu'aggraver sa détresse. Si la vérité guérit, alors rouvrir les blessures est un début. » L'appartement semblait suspendu à ces mots. Jean hocha la tête, épuisé et pourtant attentif. « D'accord. Parlez-moi de ce que vous avez appris. » Elle lui racontait, sans omettre un détail, l'histoire du dossier, la note manuscrite, les cris entendus, le billet. Il restait silencieux, mesurant chacune de ses réactions. À mesure qu'elle avançait, son visage passait de la surprise à la reconnaissance muette, jusqu'à ce qu'il explose. « Combien savez-vous » Elle hésita. « Ce que j'ai compris, murmura-t-elle, c'est que vous étiez là, que c'est vous qui... » Il la coupa. « Je ne voulais pas la perdre. Elle est tombée. Je l'ai vue glisser. Je l'ai vue partir. J'ai dit,
Je t'aime. » Et elle a disparu. Ses mains tremblaient, ses yeux se mouillaient. Elle a laissé des cassettes, des écrits. Elle disait que vous étiez distant, fatigué, que vous aviez changé. Vous étiez en colère après elle, après lui, après nous. Jean se détourna, la voix étranglée. Je n'ai jamais voulu de colère. Elle m'a surpris avec un projet d'entreprise. J'avais caché des dettes. Je ne pouvais lui dire. Elle l'a appris. Nous avons eu une dispute violente. J'ai crié. Elle est partie se réfugier dans l'escalier. Et elle est tombée. Camille sentit le sol se dérober sous elle. Vous dites que ce n'était pas intentionnel. Non. Mais je l'ai poussée. Je l'ai fait parce que je l'aimais trop pour qu'elle voie ce que je devenais. Je craignais qu'elle parte, qu'elle emporte Louis. Je craignais de tout perdre. Elle m'a entendu. Elle est venue vers moi. J'ai eu peur. Le silence retomba. Le poids de ses mots paralysait la maison. Jean se tourna vers elle. Louise était là. Il l'a vue. Il a vu tout ça. Et je crois qu'il s'en souvient. C'est pour ça qu'il se tait. Camille sentit son cœur se briser. Elle serra les poings. Il a besoin de vous. Pas d'un monde sans vos erreurs. D'un père qui reconnaît les siennes. Jean hocha la tête avec lenteur. Je ne peux pas changer, mais je peux essayer. Elle se leva, alla vers lui, posa la main sur son épaule. Nous le ferons ensemble, pour lui. Il la regarda longtemps. Puis, il se leva à son tour. Leur complicité silencieuse scella leur engagement. La vérité était là, terrible, mais libératrice. Et dans cette vérité, Louis trouverait peut-être le chemin de la parole, le chemin du pardon. Un chemin qu'ils emprunteraient ensemble, pas à pas, avec pudeur et courage. La maison était plongée dans une obscurité paisible, mais chaque pas de Camille résonnait comme un écho chargé d'anticipation. Elle savait que ce soir marquerait un tournant. Depuis la confession de Jean, elle avait ressenti une tension nouvelle dans l'air, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle, attentifs aux moindres mots. Louis dormait, épuisé par une journée étrange, passé entre les silences de son père et les regards pleins de larmes de Camille. Jean, lui, s'était enfermé de longues heures dans son bureau. Il en était ressorti sans cravate, les traits encore marqués, mais l'allure différente, plus vulnérable, plus humain. Camille l'attendait dans le salon. Un feu discret crépitait dans la cheminée, projetant sur les murs des ombres dansantes, comme des fragments du passé qui refusaient de disparaître. Elle avait disposé sur la table basse les cassettes, les dessins de Louis, le billet retrouvé, et le journal d'Hélène. Rien n'était là par hasard. Ce n'était pas une confrontation. C'était une restitution, un appel à la vérité, entier, brut, sans détour. Jean entra sans bruit. Il observa les objets étalés devant lui. Son regard s'attarda sur les croquis de son fils, sur les mots griffonnés de sa défunte épouse. Il ne s'assit pas tout de suite. Il resta debout, comme s'il avait besoin de sentir le poids de ses actes avant de pouvoir les affronter pleinement. Camille attendit. « J'ai tout relu », dit-il enfin. Chaque mot, chaque phrase. J'ai réécouté sa voix sur ses cassettes. Je ne sais pas comment j'ai pu vivre à côté de ça sans l'entendre. Il s'assit, les coudes sur les genoux, les mains jointes. Je pensais que j'étais un homme solide, fort, capable de traverser n'importe quoi. Mais j'étais un lâche. Hélène, elle savait tout de moi. Mes failles, mes mensonges, mes peurs. Elle les avait compris avant moi. Et pourtant, elle m'aimait. Elle vous aimait assez pour préparer l'avenir de Louis sans elle, répondit Camille doucement. Elle savait que quelque chose pouvait arriver, pas parce qu'elle se sentait malade, mais parce qu'elle se sentait seule. Jean acquiesça lentement. Il prit un des dessins dans ses mains, celui où Louis avait représenté la chute, la porte ouverte, l'ombre dans l'escalier. Ce soir-là, dit-il, la voix rauque, nous nous étions disputés. Elle avait découvert que j'avais hypothéqué une partie de l'entreprise sans lui en parler. Elle m'a traité de lâche, de menteur. J'ai crié, elle aussi. Louis était dans le couloir. Je ne savais pas, je ne pensais pas. Puis elle a voulu monter à l'étage. J'ai essayé de la retenir, pas violemment. Mais j'ai posé la main sur son bras. Elle a reculé, son pied a glissé, et elle est tombée. Il ferma les yeux. Le silence s'épaissit. Seul le feu continuait à murmurer. « Ce n'est pas moi qui l'ai poussé, murmura-t-il, mais c'est ma colère qui l'a précipité. C'est ma peur, ma honte. Et après, j'ai tout refermé. Sa chambre, sa voix, son souvenir.
J'ai enterré sa mémoire dans le silence, comme si en effaçant les traces, je pouvais effacer ma faute. Mais Louis se souvenait, dit Camille, et il vous a attendu. Il a attendu que vous ayez le courage de lui parler. Il n'a jamais cessé d'espérer. Jean hocha la tête. Une larme glissa sur sa joue. Il ne chercha pas à l'essuyer. Je l'ai regardé, jour après jour, s'enfermer. Je pensais qu'il faisait comme moi, qu'il oubliait. Mais il se battait, à sa façon. Et moi, je l'ai laissé seul. Il releva les yeux vers Camille. Que dois-je faire maintenant? Comment réparer? En lui disant la vérité, en le laissant vous dire ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti. Il ne vous jugera pas. Il vous aime. Il veut juste que vous le regardiez comme un père, pas comme un homme brisé. Jean hocha la tête. Il se leva, fit quelques pas vers l'escalier, puis s'arrêta. Ce soir, maintenant. Camille le suivit sans un mot. Ils montèrent ensemble. Devant la porte de la chambre de Louis, Jean hésita. Il leva la main, frappa doucement. Aucun son. Il entr'ouvrit la porte. Louis était éveillé, assis sur son lit, ses yeux grands ouverts, fixés sur la porte. Il ne fut pas surpris de voir son père. Il semblait l'attendre. Jean entra, s'agenouilla au pied du lit. « Louis, je suis désolé. » L'enfant le regarda longuement. Puis il se leva, alla jusqu'à sa commode, prit un autre dessin. Il le tendit à son père. Un escalier, une chute, un cri. Puis, en bas de la feuille, une silhouette en pleurs, tenant la main d'un enfant. « C'est moi ?» demanda Jean, la voix brisée. Louis hocha la tête. « Et toi, là ?» L'enfant pointa l'autre silhouette. Il ouvrit la bouche. Un souffle, un murmure. Un mot à peine audible. « Maman !» Camille sentit ses jambes trembler. Jean s'effondra en larmes, tenant son fils dans ses bras. Pour la première fois depuis cette nuit tragique, les mots brisèrent le silence. Pas ceux qu'on dit pour se défendre, ni ceux qu'on crie par colère. Des mots simples, vrais, des mots de pardon, d'amour, de renaissance. Et dans cette nuit pleine de larmes et de chuchotements, la maison Morel reprit vie. Le deuil trouva une voix. La culpabilité trouva un nom. Et l'espoir enfin une place. Le lendemain matin, la lumière entra timidement dans la chambre de Louis, filtrée par les rideaux épais que Camille avait laissés entr'ouverts. La maison semblait différente, comme si le poids ancien qui pesait sur les murs avait été levé pendant la nuit. Il n'y avait plus ce silence pesant, mais un calme neuf, presque apaisant. Pour la première fois depuis son arrivée, Camille sentit que le temps s'était remis en marche. Elle avait veillé longtemps, assise dans le couloir après l'échange bouleversant entre Jean et son fils. Elle avait entendu les pleurs, les mots murmurés, le souffle de deux cœurs blessés qui tentaient de se retrouver. Louis dormait encore lorsqu'elle entra doucement. Elle s'assit à ses côtés, caressa ses cheveux. Il ouvrit les yeux, la regarda et lui adressa un petit sourire. Elle n'en avait pas reçu de tel depuis son arrivée. Ce sourire-là n'était pas seulement une réaction de politesse ou de reconnaissance. C'était un vrai sourire d'enfant, un sourire qui disait « Je suis là ». Plus tard, autour du petit déjeuner, Louis s'installa entre Camille et Jean. Il ne disait rien, mais il ne semblait plus effrayé. Il observait son père, le visage calme. Jean, quant à lui, faisait des efforts visibles pour être présent. Il s'efforçait de ne pas regarder ailleurs, de ne pas se réfugier dans son mutisme. Il servait du jus, coupait des fruits et parlait doucement. Camille restait attentive, prête à intervenir, mais elle sentait qu'il fallait laisser l'instant se construire naturellement. Puis, au moment où elle s'y attendait le moins, Louis leva les yeux vers son père. Il posa sa petite main sur celle de Jean et dit, d'une voix claire, fragile mais assurée, « Elle a dit qu'elle pardonne. » Le silence fut immédiat. Jean resta figé, comme pétrifié par le poids de cette phrase. Camille sentit un frisson lui parcourir le dos. Ces quelques mots si simples avaient la puissance d'un séisme. Ils n'étaient pas seulement une parole d'enfant. Ils étaient un message, une délivrance. Jean baissa les yeux, les larmes aux cils. « C'est vrai ?» demanda-t-il, incapable d'y croire. Louis hocha la tête. « Je l'ai vue » murmura-t-il. « Elle m'a dit qu'on pouvait recommencer. » Jean éclata en sanglots, pris d'un tremblement incontrôlable. Il se pencha, serra son fils dans ses bras avec une tendresse désespérée. Camille détourna les yeux, respectant leur intimité. Ce moment ne lui appartenait pas. C'était la rédemption d'un père et la résilience d'un enfant. Le reste de la journée se déroula dans un rythme étonnamment doux. Jean, libéré de son poids muet,
se montra plus léger, plus attentif. Il accompagna Louis au jardin, le regarda jouer, s'essaya même à quelques jeux de société, maladroits, mais sincères. Camille les observait, les épaulait, tout en gardant en elle une prudence discrète. Elle savait que la douleur ne disparaît jamais en un jour, mais elle avait la certitude que quelque chose d'irréversible avait changé. Louis ne parlait pas beaucoup, mais il répondait aux questions. Il commentait les dessins. Il posait les yeux sur son père avec confiance. Il ne cherchait plus seulement Camille. Il allait vers Jean. Et Jean, bien que maladroit, ne se dérobait plus. En fin de journée, alors que la lumière dorée du soir entrait dans le salon, Jean demanda à Camille de s'asseoir avec lui. Louis dormait dans la pièce d'à côté, un livre dans les bras. Jean tenait dans les mains l'un des dessins de son fils. « Vous l'avez fait parler, dit-il sans détour. » Camille le regarda sans répondre. « Je l'ai vu essayer, avec des psychologues, avec des spécialistes, des méthodes. Rien ne fonctionnait. Et puis, vous êtes arrivé, vous, sans diplôme, sans plan, sans promesse. Je n'ai rien fait d'extraordinaire, Jean. J'ai juste attendu qu'il me fasse confiance, et je n'ai pas eu peur de l'écouter. Moi, si, murmura-t-il. J'ai eu peur de ce qu'il avait vu, peur de ce qu'il savait, et peur surtout qu'il me juge, qu'il me haïsse. Les enfants ne haïssent pas aussi vite que les adultes. Louis vous aime. Il avait juste besoin que vous l'aimiez comme il est, même avec ses silences. Jean hocha la tête. Vous savez, j'ai longtemps cru que mon rôle de père se résumait à protéger, à nourrir, à décider. Mais il fallait que je m'effondre pour comprendre que l'essentiel, c'est d'être là, juste là, pas parfait, présent. Il se leva, fit quelques pas dans la pièce. J'ai peur de ne pas être capable d'aller au bout. Et si demain je retombe, si je me referme à nouveau, alors vous vous relèverez et vous recommencerez, parce que Louis vous attendra. Encore et encore, tant qu'il saura que vous essayez. Jean se retourna vers elle. Vous avez raison, et je veux essayer. Mais pas seul. J'ai besoin que vous restiez. Pas seulement pour Louis, pour moi aussi. Camille sentit son cœur se contracter. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle se leva à son tour, le regarda droit dans les yeux. Je resterai, mais à une condition. Laquelle? Que vous soyez père. Vraiment. Chaque jour. Pas de façon spectaculaire. Juste présent. Avec vos erreurs, vos doutes, vos efforts. Et que vous ne fuyez plus. Jean hocha la tête. Je vous le promets. Ce soir-là, la maison vibra d'une chaleur nouvelle. Pas encore un foyer, pas encore un havre. Mais un lieu possible. Un lieu de reconstruction. Un lieu où l'on commençait à respirer sans honte, à parler sans crainte. Louis, dans son sommeil, souriait. Et Camille, en quittant le salon, sut qu'elle avait trouvé bien plus qu'un travail. Elle avait trouvé un sens. Les jours qui suivirent cette nuit décisive se tissèrent de gestes simples et de silences nouveaux, non plus pesants mais habités. Dans la maison Morel, l'air semblait plus léger. Ce n'était pas une transformation spectaculaire. Il n'y avait pas de rires éclatants ni de grandes démonstrations d'affection, mais chaque pièce, chaque couloir, chaque recoin autrefois figé dans la mémoire d'une absence reprenait vie peu à peu. Le changement n'était pas visible à l'œil nu, mais perceptible dans la manière dont Louis entrait dans une pièce sans crainte, dans la façon dont Jean osait rester un peu plus longtemps à table, ou dans la patience discrète avec laquelle Camille accompagnait chacun de leurs gestes. Jean n'était pas devenu un père modèle du jour au lendemain. Il restait maladroit, parfois absent, tiraillé par les automatismes d'un homme qui avait vécu trop longtemps dans le déni. Mais il essayait. Il lisait des histoires à Louis, même lorsqu'il butait sur les phrases trop longues. Il écoutait ses silences, ses débuts de phrases, ses peurs. Il n'était plus un homme enfermé dans ses remords. Il était un père qui apprenait. Et cela suffisait à faire naître l'espoir. Camille, de son côté, observait cette métamorphose avec une bienveillance lucide. Elle savait qu'il ne suffisait pas d'un mot ou d'une promesse pour reconstruire ce qui avait été détruit. Il fallait du temps. Il fallait des décisions concrètes. Ce fut donc sans surprise qu'elle demanda à Jean de la rencontrer dans la véranda, un matin où le soleil perçait à peine entre les feuillages. « Je voudrais qu'on parle de l'avenir », dit-elle en posant 2 tasses de thé sur la table. Jean hocha la tête, attentif. « Le mien, celui de Louis, et le vôtre. Je vous écoute. Vous m'avez demandé de rester. Je l'ai accepté. Mais pas à n'importe quelle condition. Je ne suis pas ici pour combler un vide ou remplacer ce que vous avez perdu. » Jean acquiesça, silencieux.
Louis n'a pas seulement besoin d'une figure chaleureuse qui lui raconte des histoires et prépare ses repas. Il a besoin d'un père, d'un adulte fiable, aimant, présent. Et ce rôle, vous seul pouvez l'assumer. Je le sais, répondit Jean, et je veux m'y consacrer pleinement. Alors il faut aller plus loin. Il faut faire des choix. Elle sortit un dossier qu'elle avait préparé. Des brochures de centres spécialisés, des propositions de psychologues, des écoles adaptées. Louis a besoin d'un suivi. Pas parce qu'il est malade, mais parce qu'il porte encore un traumatisme. Il ne doit pas être réduit à un silence ou à une rémission. Il doit comprendre que son histoire ne fait pas de lui un enfant brisé. Jean feuilleta les documents. Il fronça les sourcils. « Et vous » demanda-t-il enfin. « Où êtes-vous dans tout cela ?»« Je suis là, mais je veux rester libre. Je ne suis pas une employée. Je suis quelqu'un qui a trouvé un sens ici, auprès de Louis, et peut-être auprès de vous. Mais je ne veux pas que ma présence devienne une béquille. » Jean se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. Il regarda le jardin, les arbres en fleurs. Il resta silencieux un long moment. « J'ai mis tant de temps à comprendre ce que j'avais perdu. Et voilà que vous me demandez de penser à ce que je pourrais encore perdre. Ce n'est pas une menace, c'est un rappel. Rien ne nous est dû. Ni l'amour, ni la loyauté, ni même le pardon. Tout se construit jour après jour. » Jean revint vers elle, plus apaisé. « Très bien, je suivrai vos conseils pour Louis. Et pour vous, je vous demande seulement de rester si un jour vous le voulez. Pas par devoir, par envie. Alors c'est un accord, dit-elle simplement. À partir de ce jour, la maison changea encore. Louis commença ses séances avec un spécialiste, accompagné parfois par Camille, parfois par Jean. Il posait des mots sur ses souvenirs. Il osait poser des questions. Il ne cherchait plus seulement à survivre à l'absence. Il cherchait à vivre avec. Camille réorganisa l'emploi du temps du garçon. Moins de moments figés, plus de temps libre, de sortie, d'exploration. Jean aménagea son bureau pour y créer un coin lecture, un espace où il pouvait travailler et rester proche de son fils. La chambre d'Hélène fut peu à peu transformée, sans jamais être profanée. Certains objets furent déplacés, d'autres conservés avec soin. Louis y entra parfois en tenant la main de son père. Il parlait d'elle comme d'un souvenir doux, non plus comme une présence effrayante ou un fantôme. Il lui écrivait des lettres qu'il déposait dans une boîte en bois que Camille avait trouvée au grenier. Jean, lui, se laissait guider par son fils. Il ne cherchait plus à imposer le silence. Il acceptait de marcher dans cette mémoire partagée. Un soir, après une longue journée, Camille trouva Jean dans le salon, un verre à la main, la chemise entr'ouverte, l'air fatigué mais paisible. « J'ai vendu une partie de l'entreprise », lui dit-il sans préambule. Elle le regarda, surprise. « J'ai délégué la gestion. Je veux être ici, vraiment. Pas à moitié. C'est une grande décision. » « Oui, mais c'est la première que je prends sans peur depuis longtemps. » Elle s'assit près de lui. Il ne dit rien de plus. Mais dans son regard, il y avait cette certitude nouvelle. Il n'était plus seul. Il n'était plus cet homme accablé par ses erreurs. Il était un père, un homme en reconstruction, un homme qui faisait face. Et Camille, en le regardant, sut que son choix avait été juste. Non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il avait enfin décidé de vivre, pour lui, pour Louis, pour cette maison qui, pierre après pierre, retrouvait le sens du mot « chez soi ». Le printemps avait gagné les rues de Neuilly-sur-Seine, amenant avec lui des parfums de renouveau, des promesses silencieuses dans l'air tiède et une lumière douce qui se glissait entre les volets ouverts de la maison Morel. Ce n'était plus la même demeure qu'à l'arrivée de Camille. Les murs, autrefois froids et figés, vibraient désormais de voix, de pas légers, de rires encore hésitants, mais bien réels. Le silence n'avait pas disparu, il s'était transformé. Il n'était plus synonyme d'absence, mais de paix. Il n'était plus imposé, mais choisi. Louis, chaque matin, courait dans le jardin sans attendre qu'on l'appelle. Il saluait les employés de la maison, interrogeait Camille sur le programme du jour, partageait avec son père ses envies, ses rêves, et parfois même ses souvenirs. Il ne parlait pas beaucoup, mais il parlait. Il avait trouvé sa voix, celle qu'on avait cru perdue dans les ombres du passé. Elle était fragile, mais solide. Elle portait tout le poids de sa résilience, de sa volonté de croire à nouveau en un monde sûr, en un foyer aimant. Jean, de son côté, avait changé, non par rupture, mais par lente transformation. Il avait laissé derrière lui ses automatismes de dirigeant, ses réflexes d'homme pressé par la réussite. Il se levait désormais pour préparer le petit déjeuner de son fils,
lisait avec lui dans la véranda, l'accompagnait aux séances chez le thérapeute, assistait aux ateliers à l'école. Il ne cherchait plus à contrôler. Il apprenait, il écoutait. Il riait même parfois, maladroitement mais sincèrement. Il était devenu ce qu'Hélène avait tant souhaité qu'il devienne, un père présent. Et Camille n'était plus la jeune femme sans adresse fixe, aux gestes prudents et au regard distant. Elle avait trouvé ici bien plus qu'un toit. Elle avait trouvé une place. Pas imposée, pas achetée, gagnée, méritée. Chaque jour, elle tissait avec Louis un lien d'une finesse rare, basé sur le respect, la douceur et la vérité. Elle parlait peu d'elle, de son passé, de ce qui l'avait menée jusqu'à cette gare où Jean l'avait rencontrée. Mais peu importait désormais, car son histoire, elle l'écrivait ici, avec eux. Les voisins, d'abord méfiants, avaient vu les choses changer. Jean les saluait dans la rue. Louis jouait avec d'autres enfants. Camille discutait avec les commerçants. La maison n'était plus une forteresse close. Elle s'ouvrait doucement à la vie. Un samedi, Jean organisa même un petit goûter dans le jardin. Quelques familles, des rires d'enfants, des tartes faites maison. Rien d'extravagant, mais tout d'essentiel. Un jour, en fin d'après-midi, Jean réunit Camille et Louis dans le salon. Ils portaient une enveloppe, simple, scellée. « J'ai terminé les papiers », dit-il calmement. Camille fronça les sourcils. « Quel papier ?»« J'ai modifié mon testament. Et aussi, le statut de la maison. » Elle le regarda sans comprendre. « La moitié de la propriété vous appartient maintenant, Camille. » Un silence. « Jean, je ne vous demande rien en échange, ni promesse, ni engagement. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais je ne veux plus que vous vous sentiez passagère ici. Vous avez donné à Louis ce que personne n'a su lui offrir. Vous m'avez offert la vérité. Et vous avez construit ce foyer. Il vous revient autant qu'à nous. » Elle mit du temps à répondre. Quand elle le fit, sa voix tremblait. « Je ne voulais rien d'autre que le voir sourire, que vous puissiez être père, que cette maison respire enfin. Alors vous avez tout accompli, » murmura Jean. « Et moi, je ne veux pas qu'un jour vous partiez parce que vous croyez ne pas y avoir votre place. » Elle prit l'enveloppe, ne l'ouvrit pas, mais la serra contre elle. « Alors je reste, parce que je le veux, parce que j'ai choisi. » Louis, assis sur le tapis, leva les yeux vers elle. « Tu restes avec nous ?» Elle sourit. « Oui, je reste avec vous. » Ce soir-là, ils dînèrent dans la cuisine autour d'un repas simple préparé ensemble. Louis raconta à son père une blague qu'il avait entendue à l'école. Jean rit sincèrement. Camille les observa, le cœur gonflé d'une émotion rare. Elle se leva, alla chercher un album photo qu'elle avait retrouvé dans une malle et le posa sur la table. Il appartenait à Hélène. Ils le feuilletèrent ensemble. Louis posa des questions. Jean y répondit sans détour. Camille ajouta des anecdotes, imaginées peut-être, mais remplies de tendresse. Et quand la nuit tomba, quand les lumières s'éteignirent une à une, quand la maison se retrouva à nouveau dans le silence, ce n'était plus le même silence qu'autrefois. Ce silence-là contenait des souvenirs, des promesses, de l'amour. Il n'était plus un abîme, mais un refuge. Camille s'installa dans sa chambre. Elle regarda par la fenêtre, la lune haute, les arbres frémissants. Elle repensa à cette rencontre improbable à la gare de Lyon, à cette main tendue par un inconnu, à ce pari insensé. Elle repensa à la douleur, à la peur, au courage, et elle sourit. Elle n'avait jamais possédé de maison, mais ce lieu maintenant était plus qu'un toit. C'était un foyer, non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était réel, parce qu'on y avait pleuré, hurlé, aimé, pardonné. Parce qu'il battait au rythme de ceux qui l'habitaient, et dans ce battement, elle avait trouvé sa place.